Du rock explosif, des envolées lyriques et un univers tout droit sorti de la science-fiction, sur le papier, rien ne devrait fonctionner, et pourtant ce groupe en a fait sa signature. Un groupe en constante évolution, adoré par certains, critiqué par d'autres, mais toujours impossible à ignorer. Une ascension hors norme qui aura marqué toute une génération. Bienvenue dans le Vinyl Story de Muse. Avant de s'intéresser au groupe au global, on va se concentrer sur ses trois membres, à savoir Matthew Bellamy, chanteur, guitariste, pianiste, Dominic Howard, batteur, Christopher Wolstenholme, bassiste. Matthew Bellamy est né le 9 juin 1978 à Cambridge. Il est le fils de Marilyn Bingham et de George Bellamy, guitariste du groupe The Tornadoes dans les années 60. Il commence le piano assez tôt, vers l'âge de 6 ans, puis à 11 ans, après avoir vu une vidéo de Jimi Hendrix enflammant sa Stratocaster, il se dit que lui aussi voudrait faire la guitare. Il commença alors à apprendre en solo. En parallèle, à l'âge de 10 ans, il déménage à Teignmouth et il sera inscrit au collège Teignmouth Community School. C'est dans cette école qu'il fera en 1991, à l'âge de 12 ans, son premier concours de piano. En 1991, il participera également à un autre concours, mais cette fois-ci du côté de Londres, où participent également un certain Dominic Howard et Christopher Wolstenholme. Vers ses 14 ans, ses parents divorcent et il veut et doit combler l'absence d'un père. Du coup, il commence à s'intéresser aux sciences de l'univers, un thème qui sera toujours présent pour le groupe. Il commence à écouter aussi du blues et du jazz. Par la suite, il fera partie de deux groupes, à savoir Youngblood et Carnage Mayhem. Dominic Howard, donc le batteur du groupe, quant à lui, est né le 7 décembre 1977 à Stockport, dans le Grand Manchester. Il est arrivé à Teignmouth à l'âge de 8 ans. Ses parents ne sont pas du tout du métier artistique, ce qui n'empêchera pas de commencer à jouer sur les claviers de sa sœur vers l'âge de 5 ans. Vers ses 11 ans, il change complètement d'instrument pour s'intéresser à la batterie. Après avoir vu un concert de jazz dans son école, il va commencer un an plus tard à intégrer un groupe qui s'appelle Gothic Plague. Et enfin, Christopher Wolstenholme. Il est né le 2 décembre 1978 à Rotherham dans le Yorkshire. Sa famille emménage à Teignmouth et il se passionne pour la musique grâce à sa mère qui lui achète énormément de CD. De son côté, il apprendra la batterie et intégrera le groupe Fixed Penalty. Dans les années 90, ils seront tous les trois, comme je vous ai dit, à Teignmouth au Royaume-Uni. C'est une station balnéaire où les activités sont très limitées. Ils sont tous les trois élèves au Teignmouth Community College. Dom commence à traîner avec Matt pour une passion commune, celle des jeux vidéo. Ils vont parler musique en parallèle. Dom, lui qui faisait partie du groupe Gothic Plague, demande à Matt s'il voudrait intégrer le groupe en tant que guitariste. Il accepta directement, mais au fur et à mesure du temps, les autres membres du groupe vont quitter le navire pour s'intéresser à d'autres activités d'adolescents. Ils cherchent un nouveau bassiste et ils pensent directement à Chris qu'ils connaissent depuis pas mal de temps. En 1994, ils participeront à un concours musical sous le nom Rocket Baby Dolls. La plupart des groupes inscrits à ce concours font de la pop ou du funk, mais eux arrivent pour faire du rock, pour faire du punk, ils arrivent maquillés et ils vont tout casser sur scène, littéralement. Et contre toute attente, ils vont gagner ce concours, ce sera leur seul concert sous ce nom. Ils cherchent un nom plus court, plus percutant, et c'est en voyant un poster à Teignmouth qu'ils tombent sur un mot, Muse. Entre 1994 et 1995, dans le sous-sol de Chris, Muse va commencer à enregistrer ses premières compositions sur This Is a Muse Demo, des démos de 4 chansons dans le style très rock garage. Commencer à faire pas mal de petits concerts à droite à gauche, surtout dans des pubs paumés. On leur impose de faire des reprises plutôt que de jouer leurs propres compositions. Mais c'est en octobre 1995 qu'ils feront la connaissance de Donnie Smith, une des premières personnes à croire en eux. Donnie Smith est le propriétaire du studio Sawmills. Ils croient en leur talent et dans la créativité de Matthew Bellamy. S'ensuivit 2 années de concerts tout en continuant à construire leur premier EP. Et c'est en 1997 qu'ils envoient à Donnie Smith leur démo Newton Abbott. Composé de 15 titres, dont plusieurs seront repris dans leur album suivant comme Sober ou encore Plug-in Baby. Donnie Smith va vouloir les emmener en studio et en mai 1998, Muse sort son premier EP, Muse EP, puis en 1999, l'EP Muscle Museum. 2 EP qui sortiront d'ailleurs en vinyle lors du Record Store Day 2026.
Grâce à ces EP, ils vont se faire repérer par la radio BBC qui va commencer à passer des titres, et du journaliste musical Steve Lamacq qui écrit un article sur eux dans le magazine New Musical Express. En parallèle, en 1998, Donnie Smith va fonder le label Taste Media pour Muse afin de préserver leur liberté artistique, attirant vite l'attention d'autres labels. Le groupe va signer ensuite à Maverick Records aux États-Unis afin d'y donner plusieurs concerts, puis dans d'autres labels en Europe et en Australie. Entre avril et mai 1999, Muse enregistrera son premier album dans le studio Sawmills et dans le Rack Studio. Where are we? This is Rack Studios. Look, Rack. And this is where we made our album, which is called Showbiz, by the way. Yeah. Et cet album, c'est Showbiz, sorti le 7 septembre 1999. Alors dedans, le groupe parle des relations humaines et des petites galères qu'ils ont traversées pour se faire une place. Donc c'est un album produit par John Leckie et Paul Reeve. La pochette de l'album représente une femme dans un paysage lunaire et c'est réalisé par Matthew Bellamy et sa compagne de l'époque, à savoir Tanya Andrews. Donc l'image de la jeune fille qu'on peut voir ici provient d'un magazine Vogue des années 60. Donc c'est un gatefold double vinyle, on peut voir Muse en concert à l'intérieur, avec les titres derrière. Voici les sous-pochettes, et le vinyle, c'est un vinyle noir sorti chez Warner. Au total, 5 singles sortiront sur cet album. Le premier, c'est le titre Uno, le 14 juin 1999. S'ensuivit un titre sorti le 6 septembre 1999, le titre Cave. Troisième single sortira le 22 novembre 1999. Ce titre, c'est Muscle Museum. Le 21 février 2000, l'excellent titre Sunburn. Et enfin le cinquième et dernier single, le 30 mai 2000, le titre Unintended. Le groupe va commencer à se faire connaître malgré un succès modéré et ils vont enchaîner avec une tournée américaine en première partie des Red Hot Chili Peppers et des Foo Fighters. Puis ils vont enchaîner quelques festivals, notamment Glastonbury, Reading ou encore en France les Vieilles Charrues, voire même les Eurocaines de Belfort. Ils feront aussi un petit passage sur Canal+, dans l'émission Nulle part ailleurs. Après ce Showbiz Tour, les fans en redemandent et le groupe repart en studio pour enregistrer leur meilleur album selon moi, considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps. La plupart des titres de ce second album seront écrits lors du Showbiz Tour et il sortira le 18 juin 2001 sous le titre Origin of Symmetry. Le groupe veut montrer tout le panel de leur créativité en mélangeant des titres hard rock à plusieurs titres piano. De plus, la musique classique commence à rentrer dans l'univers. Matthew Bellamy a commencé à écouter du Rachmaninoff et ça se ressent sur le titre Space Dementia par exemple. Plusieurs titres seront enregistrés au Rich Farm Studio avec David Bottrill à la production. Afin d'explorer de nouveaux territoires musicaux sous l'influence de champignons hallucinogènes, ils vont écrire 3 nouveaux titres, Newborn, Bliss et Dark Shines. Le reste de l'album sera quant à lui enregistré au Real World Studio et au studio Abbey Road avec John Leckie à la production.
Le titre de l'album vient du livre Hyperspace de Michio Kaku qui fait référence à l'idée scientifique de symétrie dans l'univers. Pour créer la pochette, le groupe a contacté plusieurs artistes en leur donnant juste le nom, Origin of Symmetry, et leur a proposé leur propre interprétation. Donc on voit une première interprétation, et à l'intérieur, nous en avons d'autres, de d'autres artistes avec les titres derrière. Nous avons 2 petites leaflets avec encore une autre interprétation d'Origin of Symmetry, et la deuxième. Quant au vinyle, c'est un vinyle noir sorti chez Warner. Pour moi, c'est une énorme claque, c'est beaucoup plus travaillé, c'est beaucoup plus frénétique que l'était Showbiz. Bref, c'est somptueux, c'est un chef-d'œuvre, et on va commencer avec le premier single le 5 mars 2001, Plug In Baby. Le second sortira le 5 juin 2001, Newborn. Le troisième sortira le 20 août 2001 et ce titre, c'est Bliss. Et enfin le double single Hyper Music Feeling Good le 19 novembre 2001. « 20 ans plus tard, en 2021, ils vont ressortir cet album en version remixée avec un titre qui faisait partie de l'édition japonaise, le titre Futurisme, et cet album le voici. Donc c'est un gatefold, double vinyle avec les paroles à l'intérieur et les titres derrière. Et voici les pochettes qui reprennent les différentes visions de l'artiste du titre Origin of Symmetry. Et pour la deuxième sous-pochette, voici. L'album sortira partout, sauf aux États-Unis où il ne sortira qu'en 2005, car le label voulait que Muse réenregistre Plug In Baby à cause de la voix de Matthew Bellamy jugée trop aiguë. Le groupe refusa, ils annula leur tournée et quitta leur label. Okay, ready? En parlant de tournée, ils feront plusieurs lives comme au Bizarre Festival en 2000 et le groupe profitera pour enregistrer son premier CD DVD live au Zénith de Paris. Le projet sort un an plus tard, accompagné d'une compilation Phase B Oula Balou, donc paru le 1er juillet 2002 et avec Dead Star In Your World en single principal. À l'été 2002, lors de cette tournée, Muse testeront plusieurs morceaux qui intégreront leur troisième album. Le groupe prendra plus de temps sur cet album et expérimente plus en studio. Ils travailleront avec Rich Costé, John Canfield et Paul Reeve et il sera enregistré entre Londres et Los Angeles. Le troisième album du trio anglais sortira en septembre 2003 et cet album c'est Absolution. Le groupe souhaitait initialement concevoir un album sur le thème de la folie comme l'était le Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Cependant, la guerre en Irak a rabattu les cartes et a élargi leur réflexion et a adopté un regard plus politique sur le monde. La folie s'exprimera quand même sur cet album sur les titres Apocalypse Please ou Stockholm Syndrome, dans le fond comme dans la forme avec des choix sonores très atypiques, percussions au gravier ou batterie enregistrée dans une piscine. La pochette, quant à elle, a été créée par l'artiste Storm Togerstone, à qui l'on doit beaucoup de pochettes des Pink Floyd, et qui fera également l'album suivant. Donc c'est un gatefold double vinyle.
Donc comme pour Origin of Symmetry, Matthew Bellamy est très influencé par Rachmaninoff pour cet opus encore une fois. Les sous-pochettes n'ont rien d'extraordinaire, c'est juste noir avec le même logo que sur la pochette. Et le vinyle, c'est un vinyle noir sorti chez Warner. Et en ce qui concerne la deuxième sous-pochette, j'adore personnellement cette photo. Le groupe choisira Absolution non pas pour un côté religieux, mais vraiment pour comprendre le monde qui les entoure grâce à la musique. Et le premier single qui sortira le 14 juillet 2003 sera Stockholm Syndrome. Suivra le 8 septembre 2003 l'énorme tube Time is Running Out. Le suivant sera le 1er décembre 2003, l'excellent Hysteria. Puis viendra le 17 mai 2004, un de mes titres favoris, Sing for Absolution. Puis le 23 août 2004, Apocalypse Please. Et enfin, le 20 septembre 2004, une chanson pleine d'espoir, Butterfly and Hurricanes. Pour fêter les 20 ans de cet album, en 2023, le groupe ressortira une version deluxe incluant 3 vinyles et 2 CD avec des démos et des versions live. Que voici le Absolution 20e anniversaire. Donc ça se présente comme ceci. Nous avons un livre incluant les CD et les vinyles. Et dedans, nous avons les paroles et les explications du making-of de Absolution. Et les vinyles, je vous les montre, ce sont des versions argentées. C'est avec ce 3e album que Muse va réellement percer aux États-Unis et ils repartiront sur une nouvelle tournée où ils passeront notamment à Glastonbury où sera capté l'Absolution Tour. Ce live sera notamment dédié au père de Dom qui décédera d'une crise cardiaque juste après le concert dans la loge. Après un an de travail en France dans le studio Miraval ou encore à New York au Electric Lady Studio. So you love France? Yeah, it's nice. I like it. Except Chateau de Miraval. You got a problem when you were recording at the Miraval Castle No. with a lot of. We had a good time there. I mean, we wrote most of the Black Holes Revelations album there, but the recording equipment was very old and it wasn't working very well, so we had to go somewhere else to record it. But we wrote most of the album there. Muse marquera une nouvelle évolution dans leur univers musical en sortant leur 4e album en 2006, Black Hole and Revolution, toujours produit par Rich Costé. Le groupe y intégrera davantage de sonorités électroniques tout en développant le thème de la science-fiction dans les paroles. Sur cet album, nous avons des thèmes très politiques, surtout sur les tensions géopolitiques, le tout couplé à des références à la science-fiction et à Mars, notamment sur cette pochette, qu'on peut voir 4 hommes autour d'une table dans un paysage martien, 3 chevaux miniatures sur la table qui font écho aux Cavaliers de l'Apocalypse. L'artwork des singles a été réalisé par Jasper Goodall, à commencer par Supermassive Black Hole le 19 juin 2006. Suivi d'une chanson qui parle du manque d'une personne, le 4 septembre 2006, le titre Starlight.
Le 27 novembre 2006, on ira dans une zone de Mars, la zone de Sidonia, avec Night of Sidonia. Et ensuite, le 9 avril 2007, un titre que j'ai énormément écouté sur cet album, comme sur le live qui suivra, le titre Invincible. Et enfin, le 18 juin 2007, Map of the Problematic. L'album rencontrera un très grand succès et ils enchaîneront par une énorme tournée sur plus de 200 dates sur 2 ans. Ils vont passer notamment en France au Parc des Princes ou encore dans le mythique Wembley à Londres. Ils vont passer 2 soirs et ce sera le premier groupe à remplir 2 soirs de suite le nouveau Wembley. Cette captation sera enregistrée en 2008 sur le live Harp. Après cette tournée incroyable, le groupe repartira directement en studio et plus précisément dans la résidence de Matt à Côme en Italie. Ils vont s'autoproduire pour la première fois, ils veulent un album très lyrique avec des influences comme la disco, le glam rock ou encore la musique classique. D'ailleurs, l'Orchestre Symphonique de Milan est sollicité par le groupe pour enregistrer la composition Exogenesis. Cet album sortira le 14 septembre 2009 et c'est The Resistance, où la pochette d'album a été designée par Scott Bendal d'ailleurs, sur les travaux de John Lundberg. On peut voir ce magnifique travail. Donc c'est un gatefold double vinyle avec les photos du groupe à l'intérieur. Le vinyle quant à lui, c'est un vinyle noir. Et en ce qui concerne les sous-pochettes, les voici. Alors le thème de cet album a beaucoup été inspiré par 1984 de George Orwell, surtout sur le thème de la guerre, la dictature et la révolution, avec comme premier single le 7 septembre 2009, Uprising. Le second single sortira le 16 novembre 2009 avec une touche très R&B, Undisclosed Desire. Le 22 février 2010 sortira le troisième single, Resistance. Et enfin, en dernier single, le 19 avril 2010, un titre très influencé par les Pink Floyd, par Rachmaninoff et par Chopin, la composition Exogenesis.
Pour récompenser cet album, le 13 février 2011, Muse remportera le Grammy Award du meilleur album rock de l'année. The Grammy goes to The Resistance, Muse. Wow, thank you very much. It's a great, genuine surprise. It's a great honour to be here with all the great artists that performed here tonight and everyone who's won all the awards. It's very deserved. Ils annonceront le 2 juin 2009 une tournée européenne avec une date au Stade Couvert de Liévin, dans le Nord-Pas-de-Calais, le 31 octobre 2009, date que j'ai faite. Donc c'était le soir d'Halloween et les membres du groupe sont arrivés déguisés. Donc on avait Dominic Howard en Spider-Man, Matthew Bellamy en Comte Dracula et Christopher Walston en super-héros. Et je me souviens de la scénographie qui était dingue, avec 3 tours d'immeubles et au centre les artistes. Pour promouvoir cet album, le groupe fera le tour des télés. Ils passeront notamment sur une chaîne italienne qui leur imposera de faire du playback. Pour se moquer de cela, le groupe intervertira tout leur rôle, c'est-à-dire que Matthew se retrouvera à la batterie, Dom à la basse et au chant, et Chris à la guitare. Depuis le début de leur carrière jusqu'en avril 2009, Chris Wolstenholme a de graves problèmes avec l'alcool, qui a menacé à plusieurs reprises l'avenir du groupe. Tom Howard et Matthew Bellamy ont lancé un ultimatum au bassiste pour qu'il arrête de boire. Il décide de se prendre en main et se plonge dans quelque chose qui l'apaise, la musique. En septembre 2011, Muse commence à écrire un nouvel album. Ils veulent un album beaucoup plus expérimental, beaucoup plus personnel. On retrouve du rock, de la musique classique, mais également du dubstep qui est très en vue avec des artistes comme Skrillex sur cette période-là. Ce 6e album sera enregistré entre Londres et Los Angeles et sortira le 1er octobre 2012 sous le nom de Second Law, qui fait référence à la deuxième loi de la thermodynamique. Donc là, ce que vous voyez, c'est la box. Je vais vous l'ouvrir. L'artwork de l'album représente le cerveau humain et ses connexions neuronales, que voici. Donc là, c'est la version CD et DVD avec les making-of. Et nous avons également dedans les paroles des chansons. Dans cette box se trouvent également les vinyles. Donc il y en a 2. Voici pour le deuxième. Les sous-pochettes n'ont rien d'extraordinaire et les vinyles sont quant à eux noirs, sortis chez Warner. Et dedans nous avons 3 petites leaflets. Donc voici pour la première, la deuxième qui reprend le thème de l'album et une photo des membres du groupe. Le thème de cet album tourne autour de l'écologie et des décisions prises par nos dirigeants sur celle-ci. Fait notable sur cet album, Chris Wolstenholme compose et interprète 2 titres, à savoir Liquid State et Save Me, qui parlent justement de sa dépendance à l'alcool. Le premier single sortira le 27 juin 2012 et servira d'hymne pour les JO de 2012 à Londres, l'excellent Survival. Cet album, c'est une de mes premières déceptions, avec notamment la sortie le 20 août 2012, le deuxième single, le titre Madness. But some kind of madness is swallowing me whole. Yeah. Puis le 10 décembre 2012 sortira le titre préféré de ma maman, le sublime Follow Me. Le
troisième single sera le 25 février 2013 et ce sera Supremacy. The time it has come to destroy your supremacy. En dernier single, nous aurons le 31 mai 2013, Panic Station. C'est un album qui commence à diviser les fans, le rock commence à leur manquer. Malgré cela, ils entamèrent une nouvelle tournée qui sera encore plus grande que le Resistance Tour. Pour promouvoir cette tournée, ils lancent leur Summer Stadium, un EP comprenant 3 titres issus de la précédente tournée. J'ai eu l'occasion d'être au Stade de France sur cette tournée et j'ai pu récupérer ça. C'est des Euromuse. Donc dans la scénographie, il y avait des canons à billets pour dénoncer justement le contrôle des banques et j'ai pu récupérer ce billet. Donc vraiment très cool. Cette tournée sera enregistrée le 6 juillet 2013 à Rome sur CD et DVD. Après la sortie de The Second Law et de leur tournée, le groupe est en pleine réflexion pour revenir à leurs origines rock. Ils veulent quelque chose de plus simple, de moins synthétique. C'est en cela qu'ils vont s'entourer de Robert Moutlange, un des producteurs de AC/DC, Foreigner ou encore Def Leppard. L'album sera enregistré au Warehouse Studio de Vancouver entre octobre 2014 et avril 2015. Il sortira 3 mois plus tard, le 8 juin 2015, dans les bacs. Et cet album, c'est Drones. Alors cette fois, nous sommes sur un album concept qui raconte l'histoire d'un personnage qui est détruit par une rupture. Il va être contrôlé par le gouvernement, puis va décider de reprendre son destin. Et la pochette, qui est designée par l'illustrateur Matt Mayurine, représente parfaitement cela. On a un gatefold double vinyle. Alors pour moi, c'est un album très très plaisant, mais il reste toujours en dessous des 3 premiers. Et voici la deuxième sous-pochette. Et quant au vinyle, c'est un vinyle noir sorti chez Warner. Sur cet album, 5 nouveaux singles. Le premier sortira le 23 mars 2015 et ce sera Dead Inside. Le 18 mai 2015 sortira Mercy. Le 4 novembre 2015, un moment de bascule pour l'histoire de ce personnage avec le titre Révolte. En 4e single sortira Aftermath le 11 mars 2016. Et enfin, en dernier single, le titre Reapers, sorti le 16 avril 2016. Le groupe repartira sur une énorme tournée comme à son habitude entre 2015 et 2018. J'aurai d'ailleurs l'occasion de les revoir en 2015 au Main Square Festival. En 2018, le 12 juillet, ils sortiront un film-concert, le Drone Wall Tour. Le groupe veut arrêter totalement les albums concept et veut se faire plaisir. Il veut notamment rendre hommage à leur enfance avec des sonorités très 80s. C'est à partir de cette idée qu'ils repartiront en studio et notamment au studio R de Londres. Ce 8e album sera produit par Muse, Rich Costé, Mike Elizondo, Shellback
et Timbaland. L'idée d'avoir autant de producteurs, c'est vraiment d'avoir plusieurs visions sur la construction de cet album. Matt voudrait un album qui traite du fait de s'échapper de sa réalité vers un monde joyeux, un peu comme l'était Ready Player One de Steven Spielberg. Pour s'imprégner de cette idée, Matt va passer énormément de temps avec un casque VR sur la tête pendant la composition de cet album. Ce 8e album, qui utilise énormément de synthé, sortira le 9 novembre 2018, et cet album, c'est Simulation Theory, avec un très bel artwork signé Kyle Lambert, auquel on doit notamment les affiches de Stranger Things. The impression's growing exponentially. I'm trying to keep up to speed with you. Your lane changing is accelerating. Alors c'est le seul album que je n'écoute presque jamais, c'est beaucoup trop électro pour moi. Sur la sous-pochette, voilà. C'est vraiment un album de rupture pour énormément de fans. Des fans comme moi s'accrochaient encore aux branches afin d'avoir le son vraiment typique de Muse. Mais à croire que l'on restera avec nos souvenirs. Sur cet album, 6 nouveaux singles à partir du 18 mai 2017, un titre qui ressemble énormément à Madness, le titre Dig Down. Dig down. Dig down. And find faith when you're close to the edge. Le 15 février 2018, ce sera au tour de Tough Contagion. Le troisième, ce sera le 19 juillet 2018, Something Human. Puis le 30 août 2018, un de mes titres favoris, notamment dans sa version alternative, The Dark Side. En avant-dernier titre, nous aurons le 27 septembre 2018, le titre Pressure. Et enfin, 3 ans après la sortie de l'album, le 11 mai 2021, un titre qui parle notamment du combat que mène l'oncle de Matt contre le cancer, Get Up and Fight. La tournée qui suivra marquera les 25 ans de carrière du groupe, et pour la première fois, les concerts ne sont pas complets. Cette tournée est à l'image de cet album qui ne fait pas l'unanimité. Une captation sera réalisée à l'O2 Arena à Londres en septembre 2019, puis sortira en août 2020 au cinéma, puis à Noël en 2020 en format physique. Et cette box, la voici, je vous fais un déballage et on voit ça tout de suite. Donc voici cette box avec à l'intérieur un double LP qui comprend le live. Donc voici. Le vinyle est rose transparent. Voici la pochette avec les photos du concert. Cette box marquée 13 années 80, nous avons une VHS comprenant le Blu-ray du concert. Dans cette VHS, nous avons également la cassette comprenant le score du film. Et dedans, nous avons un poster qui fait référence aux comics faits en collaboration avec Marvel, le premier comics de Muse. 59 dates et plus d'1,3 million de spectateurs, le groupe décide de s'accorder une petite pause pour divers projets solo. Pour Matt, il formera The Jellydarts Club, un super groupe avec Miles Kane, Nick Sester, Graham Coxon et Sean Payne. C'est un projet qui verra le jour en 2018 mais qui prendra beaucoup plus d'ampleur en 2020 à cause de la crise du Covid avec notamment 2 albums sortis. Tout d'abord un premier album live qui s'appelle Live at the 100 Club et enfin le seul album studio You've Always Been Here. En 2021, Matthew Bellamy sortira une compilation de morceaux de Muse et d'autres compositeurs comme Simon & Garfunkel sur un projet intitulé Cryo Sleep. Donc cet album, on retrouve 3 morceaux de Muse, notamment Take a Bow, Unitated et Guiding Light.
D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette version de Guiding Light a été enregistrée sur la Telecaster de Jeff Buckley qu'il a utilisée pour son album Grace. Cet album n'est sorti qu'en vinyle au Record Store Day 2021 avec une très belle pochette et ce côté futuriste qui peut me rappeler un petit peu les Aliens où le protagoniste sort de sa capsule de cryogénisation dans l'espace. Bon, clairement, c'est un objet que pour la collection, hein. On n'est vraiment pas sur du son de folie. Tout simplement parce que c'est un picture disc et le son est étouffé et il y a énormément de pop. Dedans, on retrouve aussi quelque chose qu'on ne voit pas souvent. On retrouve toutes les partitions des chansons et ça, je trouve ça juste excellent. Dominique lui participera occasionnellement au projet The Jaded Arts Club ou encore toujours à la batterie sur le titre de Frank Turner, The Gathering. De son côté, Christopher sortira avec son groupe Chrome 3 nouvelles chansons en 2024. Après 2 ans de pause liée à la crise du Covid-19, le groupe se remet à bosser pour un nouvel album, le 9e album. Celui-ci sera écrit en partie à Los Angeles en 2021 et sera enregistré 20 ans après Origin of Symmetry dans les studios Abbey Road à Londres. Cette fois-ci, l'album ne sera pas dirigé par Matt, mais par Dominique, avec comme ligne directrice de nouvelles compositions dans le style de leur plus grand hit. Ils sont partis de cette idée tout simplement après avoir refusé au label Warner un nouveau best-of. Cet album sera le plus court de toute la discographie de Muse et sortira le 26 août 2022 sous le nom We Love the People avec une magnifique artwork signée Thiago Marigno où on voit 3 têtes statufiées à l'effigie du trio qui reposent dans le sable, un petit peu comme des divinités pharaoniques. Donc là, le thème de cet album est un monde en crise. Nous avons la pandémie du Covid-19, la guerre en Ukraine, les tensions politiques et la montée de l'autoritarisme. Donc voici pour la pochette. La sous-pochette, nous avons les paroles avec une photo du groupe. Et le vinyle, il est de couleur rouge. Sur cet album, 6 nouveaux singles avec le 13 janvier 2022, une énorme claque, Won't Stand Down. Le 17 mars 2022 sortira le titre Compliance. Le titre éponyme We Love the People sortira le 1er juin 2022. Le titre Heavy Kill or Be Killed sorti le 21 juillet 2022. Le 26 août 2022 sortira You Make Me Feel Like It's Halloween. Et enfin Ghost le 25 novembre 2022. If I could bring you back, there are truths and confessions I'd tell you. I'd set things straight, and I believe. La tournée suivante sera scindée en 3 parties avec tout d'abord la tournée des festivals où j'aurai l'occasion de les voir encore une fois au festival Beauregard à Caen. Puis ils iront faire des petites salles plus intimistes comme à la salle Playel à Paris et enfin la tournée des stades. Le 20 juin 2025 sortira le premier single de ce qui sera le 10e album de Muse. Ce premier single est le titre Unraveling. Les thèmes du prochain album qui sortira le 26 juin prochain seront l'espace et les formes de vie extraterrestres.
Le nom de l'album d'ailleurs, The Wow Signal, vient du signal venant de l'espace qu'on a entendu en 1977, considéré encore par certains scientifiques comme étant de vie extraterrestre. Pour annoncer cet album, Muse a fait les choses en grand et se sont associés avec la société Sent to Space et a envoyé, à 33 km d'altitude, une tablette avec la date du nouvel album et le clip du second single, Be With You. Au final, Muse, c'est un groupe qui n'a jamais fait comme les autres. Ils ont testé, changé, pris des risques, quitte à diviser parfois. Mais c'est ça qui les rend uniques. Avec le prochain album qui s'annonce, la tête déjà tournée vers les étoiles, une chose est sûre, leur histoire est loin d'être terminée. Je vais vous donner rendez-vous le 26 juin sur la chaîne pour la présentation du nouvel album de Muse. En attendant, prenez bien soin de vous et des autres, et je vous dis à bientôt. Ciao!